Donc j'appelle le professeur Zuzou, il est chef de service de cardiologie au CHU de Béjaïa. On lui souhaite la bienvenue. C'est le professeur Zuzou. Donc à la modération, il y a le professeur Ahmed, professeur Ahmed et le docteur Beraza. Je vous rappelle que l'exploration biologique de l'hirsutisme chez la femme du professeur Chikouche est annulée pour cause de maladie de sa fille. Donc il s'est excusé. Donc voilà. Donc il n'y aura que 2 communications pour la deuxième séance. Donc, professeur Zuzou, c'est médecin-chef de la cardiologie CHU de Béjaïa. On souhaite la bienvenue. On a l'honneur de la recevoir aujourd'hui pour le congrès de médecine générale. Donc, on lui a demandé de nous parler donc, des troubles du rythme en rapport avec l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle que tout le monde prend en charge. Donc, elle va nous faire un rappel sur les troubles du rythme les plus fréquents et leur prise en charge et comment gérer ça. Donc, à vous la parole, professeur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers confrères. Je tiens d'abord à remercier les membres du comité de l'association, à leur tête, Dr Hadjoud, qui m'a invité pour participer à cette journée. Alors, c'est ma première participation à Béjaïa. Et là, on va toucher à un sujet très sensible, qui est l'hypertension artérielle associée aux troubles du rythme. C'est un sujet qui est très sensible parce qu'il y a une divergence des avis et la prise en charge n'est pas toujours facile. Je commence d'abord par l'hypertension artérielle. C'est un problème de santé publique. Elle devient de plus en plus fréquente. Elle touche le sujet jeune, l'adulte jeune, le sujet âgé. Donc, elle touche une grande majorité de la population générale. Mais quand elle est associée à des troubles du rythme auriculaire ou ventriculaire, ça pose un problème encore plus grave, encore plus particulier, plus délicat. Et les troubles du rythme dans les cardiopathies hypertensives ont la particularité de commencer précocement. C'est pas comme les cardiopathies valvulaires où les troubles du rythme apparaissent tardivement. Par exemple, un rétrécissement mitral, la fibrillation auriculaire apparaît au stade de sévérité, au stade opératoire. Mais là, les troubles du rythme, généralement, apparaissent au stade très précoce de la pathologie. Eh bien, je voulais également insister sur le fait que le mécanisme est multiple et varié. Il y a plusieurs mécanismes qui rentrent en jeu et qui peuvent favoriser le développement des troubles du rythme, que ce soit à l'étage auriculaire ou bien à l'étage ventriculaire. Et enfin, la prise en charge, elle est particulière, elle est très délicate et vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de problèmes pour prendre une décision. Faut-il donner un traitement ou pas et selon les cas. Alors, premièrement, l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque qui peut favoriser l'insuffisance cardiaque parce qu'il va entraîner une dysfonction de la fonction ventriculaire diastolique, l'hypertrophie ventriculaire gauche, la dysfonction ventriculaire systolique tardivement. L'hypertension artérielle également est un facteur de risque de l'insuffisance coronaire. Les patients peuvent faire du syndrome coronarien aigu, ST-, ST+, en stable, instable, en d'effort. L'hypertension artérielle peut entraîner également l'accident vasculaire cérébral, peut être ischémique, hémorragique. Et l'hypertension artérielle touche aux reins et touche également aux artères périphériques pour donner une insuffisance rénale ou des artériopathies chroniques. Mais plus particulièrement, et le sujet d'aujourd'hui, c'est bien les troubles du rythme et de la conduction, mais je vais insister surtout sur les troubles du rythme. Alors, commençons d'abord par l'épidémiologie. L'hypertension artérielle,
c'est un facteur donc de risque cardiovasculaire, mais qui participe au développement de la fibrillation auriculaire, et 14% de la fibrillation auriculaire dans la population générale est liée à l'hypertension artérielle. Il faut savoir également que l'hypertension artérielle, malgré le traitement médical, multiplie le risque de l'apparition de la fibrillation auriculaire par 1,73. Ce risque devient de plus en plus important s'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, et le risque va être multiplié cette fois-ci par 3. Alors, concernant l'étude de Framingham, on sait que, selon l'étude de Framingham, une augmentation de la masse ventriculaire gauche de 50 grammes par mètre carré augmente le risque de mort subite de 45% chez l'hypertendu âgé de plus de 45 ans. Également, les arythmies ventriculaires non soutenues, qui soient symptomatiques ou non symptomatiques, qui sont fréquentes, complexes, peuvent entraîner une augmentation de la mortalité de 62%. D'où l'intérêt donc de cette question. Les troubles du rythme, de point de vue physiopathologique, c'est parce que les malades, ils peuvent développer d'abord une insuffisance cardiaque, une hypertrophie ventriculaire gauche, une dysfonction de la fonction diastolique, de la fonction systolique. Il y a des perturbations endocriniennes, métaboliques. Tous ces éléments-là peuvent participer à l'apparition des troubles du rythme. De même que pour l'insuffisance rénale, qui peut entraîner également des troubles métaboliques. L'insuffisance coronaire avec l'ischémie, la fibrose, ce sont des facteurs qui participent au développement des troubles du rythme. Le traitement antihypertenseur, parfois on ne fait pas attention, on donne des diurétiques non épargnateurs de potassium et se retrouve face à une hypokaliémie, et l'hypokaliémie favorise les troubles du rythme chez quelqu'un qui est hypertendu. Et on se retrouve donc à plusieurs mécanismes qui peuvent participer à l'apparition des troubles du rythme, que ce soit à l'étage auriculaire ou bien ventriculaire. De point de vue, donc, l'installation de l'hypertension artérielle. On sait très bien que le système sympathique et le système parasympathique, le système de rénine, angiotensine, aldostérone, les facteurs génétiques, tous ces facteurs-là peuvent entraîner l'apparition de l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle, à son tour, entraîne une dilatation de l'oreillette gauche, entraîne une hyperpression au niveau de l'oreillette gauche, une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, ce remodelage-là, ce remodelage électrique et structurel, plus l'inflammation qui est liée au système rénine, angiotensine, aldostérone, au système sympathique, les facteurs génétiques, tous ces facteurs-là participent à l'installation ou à l'apparition des troubles du rythme auriculaire et ventriculaire. Mais en fait, les troubles du rythme supraventriculaires, tels que la fibrillation auriculaire et le flotteur auriculaire, sont les plus fréquents. Heureusement, sont les moins graves. Mais par ordre de gravité, il y a qui est plus grave. Il y a les troubles du rythme ventriculaires, tels que les tachycardies ventriculaires soutenues et non soutenues. Et au sommet de la gravité, c'est la mort subite et c'est la fibrillation ventriculaire. De point de vue mécanisme, c'est surtout l'allongement des périodes réfractaires, du potentiel d'action. C'est surtout également la diminution des vitesses de conduction. Et on a également une diminution de la réserve coronaire sous endocardique liée à l'HVG et surtout ce gradient de repolarisation qui va s'installer entre l'endocarde et l'épicarde qui va entraîner un phénomène de réentrée entre les différentes couches myocardiques, en plus de l'ischémie myocardique qui va participer de façon donc dominante à l'apparition des troubles du rythme. Maintenant, si vous avez quelqu'un hypertendu, vous voulez savoir est-ce que ce patient va développer un trouble du rythme ou pas. Vous voyez
si il a une dysfonction ventriculaire gauche, systolique ou diastolique, bien sûr à l'échocardiographie. Ou bien, vous voyez s'il a une hypertrophie ventriculaire gauche, électriquement et échocardiographiquement. S'il y a une dilatation du VG à l'échocardiographie, s'il y a une ischémie myocardique qui se rajoute, s'il y a une hyperactivité sympathique et s'il y a une modification circadienne de la pression artérielle et également les anomalies métaboliques. Tous ces facteurs-là que vous voyez sont des facteurs qui favorisent l'apparition des troubles du rythme ou ce qu'on appelle les facteurs arythmogènes chez quelqu'un qui est hypertendu. Alors, comment on va identifier l'arythmie? On peut identifier l'arythmie si le malade il vient consulter parce qu'il a des palpitations ou peut-être parce qu'il a syncopé, il a perdu connaissance ou parfois même la dyspnée. Parce qu'on a vu que des malades qui viennent pour une dyspnée, on fait le Holter, ECG, et on trouve que la dyspnée est concomitante avec des tachycardies supraventriculaires telles que des FA paroxystiques. Ou bien on peut découvrir les troubles du rythme au stade de complication. C'est un malade qui vient pour un accident vasculaire cérébral. Et on se dit, c'est l'hypertension artérielle. On fait le CG et on tombe sur une fibrillation auriculaire. En fait, c'est l'hypertension artérielle qui a favorisé la fibrillation auriculaire et c'est la fibrillation auriculaire qui a favorisé l'accident vasculaire cérébral. Alors, devant ces situations-là, on doit faire un tracé électrique, un électrocardiogramme de 12 dérivations qui va nous permettre de voir s'il n'y a pas une hypertrophie auriculaire gauche, s'il n'y a pas une hypertrophie ventriculaire gauche et s'il n'y a pas des troubles du rythme qui sont en cours, qu'on peut enregistrer. Et on fait également l'échocardiographie. C'est pour évaluer la structure, pour évaluer l'oreillette gauche, le ventricule gauche, l'hypertrophie, la dilatation, la fonction diastolique, la fonction systolique. Et bien entendu, on peut même mesurer la masse ventriculaire gauche. Alors tous ces paramètres vont nous aider pour la détection indirecte d'un trouble du rythme. Maintenant, si on veut détecter le trouble du rythme, on n'a qu'à demander un ECG Holter de 24 heures ou de 48 heures ou parfois même de 30 jours. Et si c'est négatif, on peut même passer à l'ECG Holter implantable. Alors, détection des arythmies. Le malade qui présente une suspicion des arythmies ou présente, c'est un hypertendu, ou vous soupçonnez un trouble du rythme, que ce soit auriculaire ou ventriculaire. Vous commencez toujours par le CG. Vous voyez s'il y a un trouble du rythme. S'il y a le trouble du rythme, c'est bon, le problème est résolu, on va prendre en charge ce trouble du rythme. Maintenant, si le problème n'est pas résolu, automatiquement, on doit passer à l'ECG des 24 heures ou de 48 heures. Si on arrive à détecter l'arythmie, c'est bon, mais si on n'arrive pas à détecter l'arythmie, on doit réévaluer notre patient. Voir réellement si notre patient est très symptomatique et voir si notre patient n'est pas à haut risque d'accident thromboembolique en utilisant le score de Schatz de VASC. Si on voit que ce malade-là est pas si symptomatique et que le risque thromboembolique est bas, on va faire juste un suivi. Maintenant, si on trouve que réellement ce patient est très symptomatique et que le Schatz-VASC est élevé, dans ce cas-là, on va proposer même un ECG Holter de 30 jours pour poser le diagnostic. Si on pose le diagnostic, c'est bon. Si on pose pas le diagnostic, on va passer à l'ECG implantable. C'est un ECG qui nous permettra de faire un enregistrement sur 3 ans et demi et on aura vachement l'occasion de détecter un trouble du rythme s'il existe. Maintenant, voici, je vous montre une illustration d'une hypertrophie ventriculaire gauche échographique avec un septum très hypertrophié. Ici, il est aux alentours de 15 mm. Et ici, vous voyez un flotteur oculaire chez une hypertendue. C'est une malade qui a une hypertrophie ventriculaire gauche selon l'indice de Sokolov et l'indice de Cornell et qui présente un flotteur auriculaire. C'est une patiente que j'ai ablatée en 2011 pour un flotteur auriculaire. C'est un flotteur auriculaire suite à son hypertension artérielle. Et voici ici
un malade hypertendu qui présente une fibrillation auriculaire avec des TV non soutenus à l'ECG Holter dès 24 heures. Voici encore un patient, c'est une histoire un peu bizarre, c'est un patient qui a développé une fibrillation ventriculaire et qu'on a pu l'enregistrer avec l'ECG Holter. C'est un patient qui m'a été adressé pour des palpitations. Le jour où il est arrivé, c'est un sujet hypertendu, c'est un sujet âgé, il était sous furosémide. Il se plaignait de palpitations. En faisant le CG, je découvre rapidement des signes d'hypokaliémie avec une kaliémie, on l'avait dosée rapidement, elle était à 3,25. On s'est dit, c'est un malade qu'on doit l'hospitaliser rapidement, on va faire une supplémentation potassique et on va mettre un ECG Holter. Et durant la nuit, le malade, il fait une fibrillation ventriculaire. Il a été ressuscité. Il avait de la chance, il était hospitalisé. Il a été choqué par le médecin de garde. Le lendemain, j'enlève l'appareil ECG, je fais la lecture et je tombe sur une fibrillation ventriculaire. Le résident avait complètement raison. Le malade a réellement fait une fibrillation ventriculaire. Voici également une fibrillation auriculaire en endocavitaire. C'était durant l'ablation, c'était toujours chez un sujet hypertendu. Ce malade a été ablaté pour une fibrillation auriculaire en 2012 à l'hôpital Mustapha. Alors, la prise en charge maintenant des troubles du rythme supraventriculaire. Alors, la prise en charge des troubles supraventriculaires, on doit d'abord typer quel est le type de ce trouble-là. Si c'est un trouble tel que le flotteur, tel que la réentrée intranodale ou tel que la réentrée jonctionnelle, ces malades, on peut les ablater. On peut faire une ablation par radiofréquence, on résout le problème, on se débarrasse des traitements antiarythmiques, on se débarrasse également du traitement anticoagulant. Par contre, s'il s'agit d'une fibrillation auriculaire ou d'un flotteur atypique où le problème d'ablation est très difficile, là, ce malade-là, il faut évaluer ce qu'on appelle les accidents thromboemboliques par le SHATS. Ce malade également, non seulement on va faire une évaluation du risque thromboembolique, mais également on va faire une évaluation, est-ce que ce patient-là, il va bénéficier d'un traitement antiarythmique ou d'une ablation. Maintenant, s'il s'agit d'une fibrillation auriculaire lente, bien ralentie, j'ai pas besoin de ralentir le malade et j'ai pas besoin de donner un traitement antiarythmique tant qu'il s'agit d'une FA chronique. Alors, pour la FA chronique bien ralentie, on ne donne ni ralentisseur, ni traitement antiarythmique. Maintenant, s'il s'agit d'une FA chronique rapide, là, on va donner un traitement ralentisseur. Et s'il s'agit maintenant d'une FA paroxystique, on pourra la proposer pour l'ablation par radiofréquence. On va démarrer les ablations bientôt, Inch'Allah, et on peut faire tous les malades qui présentent la FA paroxystique sur l'hypertension artérielle ou même sur cœur sain. Alors, les malades qui nécessitent maintenant qu'on n'arrive pas à ablater, parce qu'il y a déjà une atteinte structurelle très sévère, là, on va proposer le traitement antiarythmique. Mais, j'insiste, le seul traitement antiarythmique que vous pouvez donner en matière de fibrillation auriculaire chez un hypertendu, surtout s'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, c'est bien l'amiodarone. On ne peut pas donner la flécaïne, on ne peut pas donner les autres classes thérapeutiques. Maintenant, pour ralentir, on peut donner les bêta-bloquants, on peut donner les inhibiteurs calciques tels que la classe des verapamil ou bien le tildiane. Mais on ne donnera pas la flécaïne s'il s'agit d'une fibrillation auriculaire paroxystique chez un hypertendu avec une hypertrophie ventriculaire gauche, même modérée. Alors, le deuxième problème qui se pose dans la fibrillation auriculaire, et c'est le plus grand problème, c'est l'anticoagulation. Faut-il anticoaguler ce patient? Donc, l'anticoagulation, déjà, le patient qui est hypertendu, déjà, on a déjà le point 1. Déjà, on a 1. Et généralement, on a affaire des sujets âgés. Soit c'est un sujet de 65 ans,
entre 65 et 74 ans ou plus de 75. C'est-à-dire, on a toujours pratiquement, je dirais pas toujours, mais pratiquement dans la grande majorité des cas, affaire à un score qui est supérieur ou égal à 2. Et donc, on doit anticoaguler ces malades. L'anticoagulation n'est pas proscrite. L'anticoagulation doit être bien ajustée, doit être bien contrôlée. Sinon, votre patient, il va vous faire un accident hémorragique grave. Et si on veut, bien entendu, anticoaguler le malade, il faut, bien entendu, évaluer le risque hémorragique. Jamais donner un traitement anticoagulant chez un hypertendu, alors si on ne va pas évaluer le risque hémorragique. Le risque hémorragique, le score Hasbled, c'est le plus connu, le plus utilisé, qui nous permettra de voir est-ce que notre patient, il est à haut risque de faire une hémorragie. Et surtout, quelle hémorragie? C'est surtout l'hémorragie cérébrale. Le reste, on peut le gérer, on peut le contrôler, on peut le traiter. Mais c'est l'hémorragie cérébrale qui peut entraîner le décès du patient. Donc, en utilisant ce Hasbled, ça ne veut pas dire que si le score est supérieur ou égal à 3, je ne vais pas anticoaguler mon malade. Non, je peux l'anticoaguler, mais à condition de contrôler tous les facteurs qui sont modifiables. Il faut bien contrôler l'hypertension artérielle. Il faut bien contrôler les médicaments qu'on doit ajouter chez ce patient hypertendu déjà qui est sous traitement anticoagulant. Et avec un bon suivi, on doit bien contrôler l'insuffisance rénale. On doit bien contrôler tout ce qu'on peut contrôler. Et à ce moment-là, on pourra facilement réduire le risque hémorragique chez ces patients. Le risque hémorragique chez les patients qui présentent une fibrillation auriculaire, elle est de 2,5 chez les patients supérieurs à 65 ans. Et on pourra réduire ce risque-là à 1,87 si on contrôle bien les facteurs hémorragiques, si on contrôle bien l'anticoagulation chez le patient. Le risque d'une complication hémorragique majeure chez les patients en fibrillation auriculaire sous AVK varie entre 1,3 et 7,2%. Et l'hémorragie intracrânienne, elle peut aller jusqu'à 2,25%. Donc, on est devant réellement un problème d'anticoagulation. Et c'est pour cette raison, je réponds tout à l'heure à la question d'un de nos collègues qui a parlé des NOAC, des nouveaux anticoagulants oraux. Les nouveaux anticoagulants oraux, l'hémorragie cérébrale n'est pas plus basse que les AVK. Les hémorragies ne sont pas moins que les AVK. Mais on arrive mieux à contrôler l'anticoagulation. Parce qu'on n'a pas besoin de refaire les INR. On n'a pas besoin de contrôler l'alimentation. On n'a pas besoin de limiter les médicaments qui sont associés. Donc, en donnant les NOAC, on pourra au moins savoir que notre patient, qui n'est pas qui est avec un INR labile, avec une insuffisance rénale, avec ceci, avec cela, on pourra donner les NOAC, les nouveaux anticoagulants oraux pour limiter, bien entendu, ces facteurs-là, donc cette malobservance du traitement anticoagulant. Alors, les nouveaux anticoagulants, ça passe par l'antagonisme du facteur 10 et l'antithrombine. Et tous les NOAC ont montré donc la même efficacité que les antivitamines K. Maintenant, je vous donne un schéma très simple. Alors, on peut commencer le traitement anticoagulant. Donc, et on va corriger tout ce qui est modifiable. Et par la suite, on va réévaluer le malade. On se dit, ce malade, on va le mettre sous traitement anticoagulant. Est-ce qu'on va le mettre sous AVK ou on va le mettre sous, c'est un hypertendu, ou on va le mettre sous NOAC, sous nouveaux anticoagulants oraux? Eh bien, il y a un autre score maintenant qui apparaît. Ce score-là nous permettra de dire, est-ce qu'on va mettre les antivitamines K et on va mettre, ou bien on va mettre les nouveaux anticoagulants oraux.
Pourquoi? Parce que si on trouve que ce malade-là n'est pas bien discipliné, mauvaise observance du traitement, INR mal contrôlé, il vaut mieux mettre les NOAC, les nouveaux anticoagulants oraux, que mettre les antivitamines K. Par contre, si on trouve que c'est quelqu'un qui est bien discipliné, la tension elle est bien contrôlée, les facteurs de risque sont bien contrôlés, tout ce qui est modifiable est bien contrôlé, en ce moment-là, on peut maintenir les antivitamines K chez ce patient, bien entendu. Voici donc un schéma qui vous résume l'anticoagulation chez quelqu'un qui est hypertendu. Maintenant, pour les arythmies ventriculaires. Pour les arythmies ventriculaires, on découvre les tachycardies ventriculaires non soutenues, les extrasystoles ventriculaires. Bien entendu, on va faire le CG, on va faire le CG Holter, on va faire l'échocardiographie. Et à partir de là, il y a deux situations. Soit que les troubles du rythme sont liés à une cause réversible. On va corriger la cause réversible. S'il s'agit d'une hypokaliémie, on va corriger la kaliémie. S'il s'agit d'un facteur modifiable, on va le corriger. Maintenant, non, c'est pas lié à une cause réversible. C'est parce qu'il y a une atteinte structurelle. Alors, s'agit-il d'une cardiopathie associée ou bien s'agit-il seulement d'une HVG chez ce patient? C'est-à-dire, est-ce qu'il garde une bonne fonction VG ou est-ce qu'il y a une cardiopathie sous-jacente chez ce patient-là? Si on soupçonne qu'il y a une cardiopathie sous-jacente, telle que la cardiopathie ischémique, eh ben, on va aller vers l'exploration de la cardiopathie ischémique. On va demander l'épreuve d'effort, la scintigraphie, la coronarographie. On va dilater s'il y a une lésion coronaire à dilater, on va ponter et on va régler le problème de l'ischémie. Et en ce moment-là, on va résoudre le problème des troubles du rythme. Mais il faut également savoir que chez un patient qui arrive au stade de cardiopathie hypertensive, le meilleur traitement pour contrôler la tension artérielle, c'est bien les ARA2 et les IEC. Et c'est parce que j'ai exposé au début de l'exposé la physiopathologie et que c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone qui est à l'origine de l'hypertension artérielle et à l'origine des troubles du rythme. Donc, si on soupçonne un malade avec une cardiopathie ischémique, il faut demander toute la batterie d'examens pour éliminer ou pour traiter la cardiopathie ischémique. Si on soupçonne une autre cardiopathie non ischémique, on va aller même vers l'IRM cardiaque, et on va même vers la biopsie cardiaque pour découvrir cette cardiomyopathie et la traiter. Maintenant, si on se retrouve donc devant une cardiopathie très évoluée et que le malade fait des troubles du rythme et que c'est là, je le permets bien sûr, on va traiter par un traitement antiarythmique parce que le risque de mort subite est très élevé chez ce genre de patient. Et j'insiste encore une autre fois, arrivé à ce stade, le patient ne peut bénéficier que de l'amiodarone. La flécaïne, elle est absolument contre-indiquée. Donc, la prise en charge, en fait, des troubles du rythme ventriculaire n'est pas aussi difficile que la prise en charge des troubles du rythme supraventriculaire, mais la gravité, elle est beaucoup plus élevée parce qu'on a affaire à un risque vital avec les troubles du rythme ventriculaire. Donc, je conclus pour vous dire que les troubles du rythme sont très fréquents chez l'hypertendu, surtout la fibrillation auriculaire, que l'hypertrophie ventriculaire gauche est un marqueur de risque indépendant. Déjà, si le malade il développe une hypertrophie ventriculaire gauche, ça veut dire que c'est un malade à haut risque de faire tous les troubles du rythme, que ce soit à l'étage auriculaire ou ventriculaire, que les traitements anticoagulants nécessitent une évaluation rigoureuse du risque hémorragique et que la prévention de la tension artérielle, sinon sans contrôle, reste le seul moyen le plus efficace pour traiter les troubles du rythme. Et je vous remercie. Merci, professeur Jojo.